Les médicaments Doliprane, Toplexil et Pivalone vous présentent le deuxième numéro du journal de Poker Leaders, un journal rhinopharyngé. Un numéro un peu spécial de ce journal de Poker Leaders car il va y avoir pas mal de sujets, et oui, mais il y aura pas mal de sujets assez légers, il ne faut pas le cacher. Donc vous allez un peu être kikoulol, si je puis dire, ce sera sympa. Mais je vais quand même commencer par les sujets les plus prises de tête, si je puis dire, histoire d'en finir, histoire d'en terminer pour ensuite se lâcher un peu, finalement. Vous connaissez le principe. Entre chaque sujet, vous aurez le droit à un scrutch. Ce fameux scrutch, sera le signal que l'on change de sujet, comme je viens de le dire. Petite répétition. Et il est temps désormais de faire un scrutch. Alors scrutch! Premier sujet de ce journal Poker Leaders rhinopharyngé. Un truc donc, comme je vous le disais, un peu prise de tête avec le mécontentement des opérateurs et notamment de l'AFGEL et de la FGEL. Alors l'AFGEL, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'Association Française du Jeu en Ligne, et la FGEL, c'est la Fédération Française des Entreprises de Jeux en Ligne. Alors si vous lisez régulièrement Poker Leaders, vous savez à peu près à quoi ça correspond. L'AFGEL, alors il y a BetClick, Everest, Iliad Gaming qui font partie de cette association. Et la FGEL, c'est l'association constituée principalement par les anciens monopoles d'État, c'est-à-dire la FDJ, le PMU, et il y a Joa, Tranchant et Barrière. Donc eux ils sont pas contents. Alors pourquoi ils sont pas contents? Eh bien parce que l'ARGEL, la direction des services informatiques de l'autorité de régulation des jeux en ligne, leur a envoyé un courrier le 22 décembre pour des changements concernant le dossier des exigences techniques. Alors comme son nom l'indique, c'est assez technique, il y a des termes un peu barbares, je vais vous passer ces détails-là. Tout ça pour dire que en fait il va falloir que les opérateurs fassent des modifications au niveau technique. Ces modifications forcément elles engendrent un coût. Or pour ceux qui sont là depuis le début, les coûts commencent à s'accumuler. Donc forcément les opérateurs sont pas contents et ils préféreraient s'occuper de l'acquisition de joueurs et tout ça quoi. Ils préfèrent mettre de l'argent dans quelque chose de plus utile, quelque chose qui leur permettra de survivre et pas quelque chose de technique dont l'ARGEL a besoin. De plus, ils sont mécontents déjà pour ça, mais ils sont mécontents donc parce qu'ils ont reçu le courrier le 22 décembre et qu'ils doivent donner leurs observations concernant ce nouveau dossier des exigences techniques le 5 janvier. Donc c'est déjà passé, mais du 22 décembre au 5 janvier, alors déjà, vous comptez les fêtes, le dossier fait 292 pages. Donc il y a un peu foutage de gueule, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, l'AFGEL et la FGEL ont assez mal pris cette demande. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces nouveautés qui devront être mises en place par les opérateurs devront être mises en place au plus tard à la mi-juin, si je me souviens bien, oui, d'ici la mi-juin, comme le précise eGaming France, donc vous aurez le lien après la vidéo. Pourquoi à la mi-juin? Parce que cette année, en 2012, il y a deux événements en Europe. Il y a l'Euro 2012 de football et il y a surtout les Jeux Olympiques de Londres. Donc forcément, il faut que tout ça soit mis en place avant tout ce joyeux bordel. Donc forcément, la FGEL et l'AFGEL ne sont pas forcément très contents. On joue pas effectivement très franc jeu avec eux. Déjà rien que pour le délai, pour donner des observations, on reçoit le dossier le 22, 292 pages, et après rentre dans un dossier d'observation avant le 5 janvier. C'est comme je vous l'ai dit, c'est du foutage de gueule quoi. Donc mine de rien quand même, dans l'article que vous allez pouvoir lire de eGaming France, l'AFGEL a réagi, la FGEL a également réagi. Bon, ils ont donné quelques premières observations. Apparemment ça concerne des modifications sur le frontal. Alors là ça y est, ça commence à rentrer dans des termes un peu barbares, je vous l'avoue. Mais voilà, donc il y a un peu le ras-le-bol, il y a un peu de rage, de colère.
Et moi je me demande, mais qu'est-ce que ça ferait si personne ne le faisait? Si personne ne répondait aux nouvelles exigences techniques de l'Argel? Si tout le monde est solidaire et dit merde, qu'est-ce que ça ferait? Voilà. Est-ce que ça serait pas un coup à tenter? Je ne sais pas, puisque le mécontentement ne servira strictement à rien, ce ne sont que des mots, voilà, là ce ne sont que des mots, ça ne sert strictement à rien. L'Argel, ils se foutent complètement, ils vont dire vous le faites et c'est tout. Et les opérateurs le feront et c'est tout. Donc et si personne ne le faisait, qu'est-ce que ça changerait? Voilà. Est-ce que ça peut être tenté? Je ne pense pas effectivement, mais bon. C'est comme ça. Allez, scotch. Deuxième sujet de ce journal Poker Leaders, et je vais vous donner ou redonner des nouvelles de ce joueur addict qui avait tenté d'intenter un procès à l'État et qui réclamait 100 000 € donc à l'État. Pourquoi? Alors si vous vous souvenez bien, ce joueur avait fait une demande à l'été 2010, donc à peu près à l'apparition des jeux en ligne. Pour se faire interdire des tables de jeux, donc casino, jeux en ligne et tout ça. Le problème c'est que le ministère de l'Intérieur, hop là la tablette, le problème c'est que le ministère de l'Intérieur, bah ils ont eu un problème technique apparemment, et ça a fait que le joueur n'a pas été mis en interdit de jeu et ne s'est pas fait interdire de jeu. Donc il a eu accès finalement comme n'importe qui aux tables, au poker en ligne, au pari en ligne, etc. etc. Donc forcément le joueur mécontent a attendu là il y a quelques semaines pour intenter un procès à l'État. Et bien aujourd'hui on apprend grâce à eGaming France que ce joueur a été débouté. Alors j'ai fait ma petite recherche quand même, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire débouter, même si on sait à peu près ce que ça veut dire. Ça veut dire que le tribunal administratif de Châlons en Champagne, très charmante bourgade de France, a débouté donc le fameux joueur. Alors en fait c'est tout simplement un refus, c'est-à-dire que non, tu ne peux pas intenter un procès à l'État pour ça. C'est un peu comme je le pensais effectivement, parce que depuis l'été 2010 il y a quelques semaines, il s'est quand même écoulé un petit peu de temps. Il aurait pu faire une démarche pour relancer le ministère de l'Intérieur, il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela. Bref, ça tenait un peu avec des ficelles, quoi. Voilà, donc c'était les dernières nouvelles concernant ce fameux joueur addict qui réclamait 100 000 € à l'État. Scotch. Il s'agit d'un article un peu chiant, même complètement casse. Il s'agit du Portugal, du football et de Bwin Party. Vous voyez? Alors il y a une décision de justice, il n'y a pas longtemps, au niveau de la Cour de justice portugaise, 10 ans et demandant à la Ligue professionnelle de football du Portugal de retirer toute mention faite à Bwin Party. Donc bye bye le sponsorship, bye bye l'advertising, et c'est à effet immédiat évidemment. Il y a un peu plus d'un an, une décision à peu près similaire avait déjà été rendue. Là, c'est la confirmation, si je puis dire. Et ils ont été obligés donc de retirer toute référence à Bwin ou à Party Poker, à Bwin principalement. Bwin d'ailleurs a annoncé qu'ils étaient en train de suspendre leur sponsoring et leur publicité donc au niveau du football portugais. Voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps sur ce sujet parce qu'il m'énerve, et on va passer au sujet suivant. Allez, scotch. Nouveau sujet, et cette fois il concerne PokerStars. Comme vous le savez, il y a quelques jours, un certain Randy Nanonoko Liu, alors Nanonoko c'est pas son nom, c'est pas son middle name, non c'est son surnom, a établi un nouveau record du monde. Bon alors c'est pas difficile puisqu'il n'y en avait pas avant, donc il l'a établi en jouant 23 493 mains en seulement 8 heures. Il ne s'est pas levé une seule fois de son siège, il est resté le cul vissé sur son fauteuil, bordel de merde. Et au final, ça a fait qu'il a gagné 7,65 $. Mais il aura la satisfaction de paraître pas au journal officiel, mais au Guinness Book des records du monde. Et bien cette idée, cet exploit a donné des idées à PokerStars, puisque à cette occasion, normalement le maximum de multitablage sur PokerStars en cash game, c'est 24 tables. Là,
pour le record de Nanoko, ils l'ont augmenté et ils jouaient parfois sur 40 tables en même temps. Eh bien cet exploit a donné des idées à PokerStars qui a décidé eh bien, effectivement de varier en fait le nombre de tables maximum jouables en simultané en cash game. Alors apparemment ce qui va se passer ça va être chaque mois les joueurs auront un maximum de multitablage, si je puis dire. Donc le maximum déjà à l'heure actuelle c'est 24. Et en fonction de ce que les joueurs feront dans le mois, de leur activité, de savoir s'ils arrivent à enchaîner les 24 tables, eh bien cette limite pourra être ou augmentée ou descendue. Et oui, 24 tables ne sera plus forcément le maximum. PokerStars pourra se réserver entre guillemets le droit par joueur de diminuer ce maximum. Et bien par exemple là sur le site de PokerFuse on voit par exemple que un message d'avertissement pourrait être dit et le maximum pourrait être réduit de 24 à 20 tables. Bon voilà, le mois suivant c'est pas mal, c'est pas si bête que ça. Ça provoquera très probablement des mécontentements pour ceux qui arrivaient à gérer les 24 tables mais qui ont été descendus. Mais voilà, il y aura une évolution au niveau du maximum de multitablage, si je puis dire. Ça ne se dit pas forcément, mais c'est comme ça. Et voilà, donc au moins c'est un record qui servira à quelque chose. Voilà. Sujet suivant. Nouveau sujet avec le sponsoring du Belge Kevin van der Missen. Une fois, ce joueur belge donc va rejoindre la team Lock Poker. Il va rejoindre par exemple Chris Moorman ou Léo Margetts. C'est pas dégueulasse. Alors pour vous rappeler aussi, Lock Poker avait eu le nez de sponsoriser José Macedo avant son affaire de triche. Deux performances notables en live à mettre à son actif. Sa victoire en 2010 du main event des Full Tilt Poker Series en Espagne. Voilà, bon, on va attendre la prochaine édition. Et également une place de runner-up à l'EPT Snowfest l'année dernière, en mars 2011, pardon, excusez-moi, donc une place de runner-up, c'est pas dégueulasse non plus. Voilà, donc on lui souhaite tout le bonheur du monde, hein, et que chacun vous prenne la main. Voilà, scotch. Si vous aimez Alexis Laepsker autant que moi je l'aime, eh bien je vous conseille d'aller à cette conférence le vendredi 20 janvier 2012 à 8h30 avec comme question principale: est-ce que le poker est un sport ? Donc il y aura Alexis Laepsker, donc directeur de la communication de PokerStars, ça maintenant vous le savez. Il y aura également Nicolas Rodkoff, le PDG de la chaîne multi-sport Ma Chaîne Sport. Et il y aura également Julien Brécard, alias UStud, et Thomas Luisin. Donc ça se passera au siège d'Avas Sport et Entertainment. Je vais vous mettre le lien pour avoir plus de détails et tout ça. Mais c'est à mon avis une conférence qui pourrait être, ma foi, très très sympa. Malheureusement, je n'habite pas à Paris et à 8h30, ça fait un peu tôt pour quelqu'un qui habite en province. Donc, ça sera probablement sans moi, mais je compte sur Alexis pour me faire un petit résumé de tout ça. Savoir si le poker est un sport. À vos mots. Au revoir. On connaît désormais le lieu de la finale du Winamax Poker Tour première édition, qui se tiendra du 24 au 29 avril 2012. Ce sera à Paris, forcément, bien évidemment. Ce sera dans un cercle parisien, forcément, bien évidemment. Et ce sera, attention, roulement de tambour, ce sera au cercle Clichy-Montmartre. Le cercle Clichy-Montmartre qui est un peu... à peu près du même style que le cercle cadet, c'est-à-dire un cercle jeune, dynamique, qui propose de très 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 bonnes choses, de très très bons tournois, et avec une cotisation surtout très peu chère, en tout cas très 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 peu chère par rapport à l'Aviation Club de France. Alors, il faut savoir que Winamax estime que le prize pool sera de 500 000 €. Alors c'est un prize pool estimé, c'est bien un prize pool estimé, hein, c'est pas garanti. La finale sera au buy-in de 550 €.
Et on attend donc forcément près de 1000 joueurs, 1000 participants. Est-ce qu'ils seront tous là? Je ne sais pas, c'est pas sûr. Le principe des Day One sera exactement le même que pour le France Poker Tour de la dernière saison, c'est-à-dire qu'on va se taper 2 Day One en une journée. Le Day One A sera par exemple le 24 avril de 10h à 19h, et le Day One B sera le même jour, mais de 20h à 5h du matin. Donc il est peu probable que je fasse un coverage de ce tournoi, aussi important soit-il. J'ai pas envie de me ruiner la santé. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur la finale du Winamax Poker Tour qui vous attendra donc du 24 au 29 avril au cercle Clichy-Montmartre. Sujet suivant. Si tu aimes le cash game, que tu as une bankroll pratiquement illimitée, je te conseille d'aller à Macao. Macao, the place to be. Le big game asiatique, et c'est vous dire s'il y a de grands noms en ce moment comme l'annonce iStax DB. Alors on note, si vous lisez régulièrement Poker Leaders, vous savez que Hansen est à Macao actuellement. Le problème, c'est qu'il n'était pas sûr de jouer. Il voulait pas trop au début, mais bon, il y a le démon gambler qui est en lui, qui peut ressurgir à n'importe quel moment. Et il s'avère que le démon gambler est réapparu, j'en bafouille, j'en perds mes mots, c'est magnifique. Donc Gus Hansen s'est enfin assis aux tables, et il joue, alors enfin du big game, ça lui change du Bellagio. Enfin, on passe au blind 1300 $, 2600 $, et je parle en dollars américains, en dollars hongkongais. C'est encore plus impressionnant puisque c'est 10 000, 20 000 dollars hongkongais. Mais il n'est pas seul, le bon Gus, il n'est pas seul, non, il y a des copains à lui. Il y a Phil Ivey, par exemple, il y a John Jonda, et il y a encore Andrew Rubble, good to see you. Alors évidemment, ils vont pas se partager leur argent comme ça, faut bien des clients. Donc il y a des riches, comme d'habitude, des riches businessmen chinois, malaisiens et tout ça, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Et on apprend que Gus Hansen serait positif pour le moment de plus de 250 000 $. Bon, c'est pas grand chose quand on sait que Sam Trickett a gagné des millions de dollars lors de son séjour à Macao. Voilà, donc on leur souhaite bonne bourre. Voilà, sujet suivant. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Il reste encore 3 sujets avec celui-ci. Et celui-ci, il est consacré au site Poker et Associés. Alors le site Poker Associé, c'est un peu comme MyPokerSquad, sauf que c'est ouvert à tout le monde. Alors quel est le principe de Poker Associé et MyPokerSquad par exemple? Ce sont des sites de stacking. Alors c'est-à-dire que là, dans le cas de Poker Associé, vous vous inscrivez au site et vous proposez des parts, des tournois que vous allez jouer online ou en live. Le principe du stacking, pour ceux qui ne le savent pas, c'est par exemple, je vais jouer un tournoi à 100 €, je vais vendre 5 parts à 10 €. Si vous prenez une part à 10 €, vous prenez donc forcément 10% du buy-in, et si j'arrive dans l'argent, vous prenez 10% de la somme que j'ai gagnée. En général, ça marche comme ça. Après, on peut faire varier les taux, mais en général, c'est plutôt comme ça. Donc voilà, c'est le principe plutôt simple de Poker Associé. Je vais vous mettre le lien. Alors vous aurez accès aux membres qui sont déjà inscrits, aux tournois, aux joueurs qui ont déjà entre guillemets signé avec Poker Associé. Et comme je vous le disais, la grande différence quand même par rapport à MyPokerSquad, c'est que Poker Associé, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez vous inscrire, vous vous inscrivez et vous proposez des parts. Chez MyPokerSquad, par contre, ça marche plus en équipe. Il faut d'abord donner sa candidature, il faut qu'elle soit approuvée, etc., etc. Donc là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et comme le dit Poker Associé, désormais au poker, l'union fait la force. Avant-dernier sujet de cette vidéo du deuxième journal de Poker Leaders, avec un sujet assez récurrent, que ce soit dans le milieu sportif ou dans le milieu du poker, c'est la reconversion après le poker. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a gagné assez d'argent et qu'on ne veut plus forcément jouer au poker à un haut niveau? Et bien souvent,
assez souvent, les sportifs, ou les joueurs de poker finalement maintenant, s'amusent à ouvrir des restaurants. Et oui, c'est le cas par exemple des frères Dang. Alors les frères Dang comme ça en live, ça vous dit probablement rien, c'est Di Dang et Hack Dang. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que leurs pseudos online sont déjà beaucoup plus connus, puisque Di Dang c'est alias You're in Danger en français, et Hack Dang c'est Trex 313. Donc à eux deux, ils ont cumulé à peu près 12 millions de dollars online. Petite somme hein, finalement, et c'est pas mal pour pouvoir ouvrir un restaurant spécialisé dans quoi? Et dans les crevisses. Et oui, ils ont ouvert un restaurant spécialisé dans les écrevisses en Virginie. Alors en Virginie, c'est pas le nom d'une fille, c'est le nom de l'État américain, la Virginie. Donc le restaurant s'appelle Chasing Tails. Et donc c'est des spécialités fruits de mer. Bon, il n'y a pas que les écrevisses, hein, mais c'est crevettes, crabes, crustacés, coquillages et crustacés, comme le dit la chanson. Et ma foi, ça a l'air d'être plutôt pas mal. En tout cas au niveau du visuel, ça donne envie de manger de l'écrevisse, vous voyez, à pleine bouche. Mais les frères Dang ne sont pas les seuls à avoir ouvert un restaurant, car Joe Cada, le vainqueur du main event des World Series of Poker 2009, a également ouvert son établissement gastronomique, si je puis dire. Alors c'est loin d'être de la gastro française, hein, puisque ça s'appelle le Cada's Poker and Sports Grill, dans la plus pure tradition américaine. C'est-à-dire que dans ce restaurant-là, on regarde le sport, il va diffuser également du poker, et la spécialité ce sera le burger, la bonne viande comme ça, bien américaine, le bon truc bien fat. Apparemment des call games ils seront organisés, alors j'espère j'espère qu'il l'a pas dit trop fort, parce qu'à mon avis ça doit pas forcément être très légal en dehors des établissements recommandés. Mais voilà, donc le Cada's Poker and Sports Grill et le Chasing Tails. Je vais vous mettre les sites des restaurants si je les trouve, histoire que vous puissiez vous faire une petite idée. Voilà, je reviens tout de suite pour le dernier sujet de cette vidéo. Dernier sujet de ce journal Poker Leaders. Et c'est un sujet qui plaira aux hommes, puisque le site Bleacher Report a publié son classement des 25 joueuses les plus sexy. Les 25 joueuses de quoi? De poker, bien évidemment. Alors, certaines mauvaises langues diront « Ouais, mais c'est pas des joueuses de poker, c'est du foutage de gueule ». Bon, pour certaines d'entre elles, effectivement, c'est le cas. Par exemple Sarah Jean Underwood, bon, on la voit régulièrement autour des tables de poker grâce à Victory Poker, mais bon, d'ici à dire que c'est une joueuse de poker, c'est surtout une plémette. Par contre la deuxième du classement, Liv Bory, oui, Liv Bory est en deuxième position, Vanessa Rousseau en troisième position. Mine de rien, ça c'est des vraies joueuses, hein. Ce sont des vraies joueuses, ça par contre. Donc le podium, on va dire, est trusté par au moins 2 vraies joueuses. Alors dans le classement, on retiendra également les apparitions de Shannon Elizabeth en 6ème position, de Fatima Moreira de Mello en 9ème position. Effectivement, le charme néerlandais opère régulièrement auprès des hommes. Cette ancienne joueuse de cross, je crois, enfin de hockey sur gazon, voilà, néerlandaise. Bon voilà, c'est vrai qu'elle est mignonne, elle est assez simple, elle est sympa. En 12ème position, on retrouve Tatiana Pasalic. Alors étonné de ne pas la retrouver plus haut au classement, c'est-à-dire que au moins ses seins refaits auraient pu mériter au moins le top 10. Grosse déception, parce que pour moi la numéro 1 c'est Lacey Jones, forcément, et elle n'est que 14ème dans le classement. Alors franchement là je dis non, je dis stop, je dis coup de gueule, ça se fait pas du tout. Lacey Jones première, et je vais créer de ce pas une page Facebook pour qu'elle puisse retrouver la première place. On retrouve également Lise Lieu à la 17ème place, Evelyn NG que l'on ne voit plus du tout à la 18ème place, Beth Shack 19ème, Beth Shack, grande amatrice de chaussures devant l'éternel, qui compte je ne sais plus combien de milliers de paires de chaussures.
Mais bon, ça c'est juste pour l'anecdote. En 20e position, on retrouve Léo Marguette. Alors là, sacrilège aussi pour certains qui disent que Léo mérite au moins le top 10, au moins le top 5 même. Le charme espagnol opère régulièrement aussi sur de nombreux joueurs. J'en connais, mais je ne les citerai pas, n'est-ce pas Fabien? Sandra Naoyox, 21e, le charme teuton. Hein, c'est pas la même chose. Tiffany Michel en 22e place, Cara Scott en 23e place et Clony Gawen en 25e place. Alors je vais vous mettre forcément le lien vers le classement pour que vous puissiez forcément, je suppose, profiter des atouts du poker féminin. On se retrouve tout de suite pour la conclusion de ce journal. Merci. Et voilà, vous venez de regarder ou pas le deuxième numéro du journal de Poker Leaders, sponsorisé par Doliprane, Toplexil et Pivalon, un journal rhinopharyngé présenté par Bibi. Hop là, c'est la fin, le Doliprane tombe, c'est fini. Présenté par Bibi, par Volty, votre humble serviteur. On se retrouve donc peut-être pas demain parce que je serai à Paris. Mais on se retrouvera très très vite pour un nouveau numéro ou en tout cas pour un nouvel article. Allez, merci de votre fidélité. Ciao.